Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler de ce fameux phénomène télévisuel qui a mis 3 ans à sortir une saison 2 et que tout le monde s'est mis à binge-watcher comme des cochons à l'abattoir dès que Apple TV a enfin compris comment faire une campagne marketing, puisque là effectivement il s'agira de Sévrance. Alors oui, Sévrance c'est original, c'est bien écrit et ça change de la soupe algorithmique habituelle. On est quand même sur la chaîne de Yaji Legri et on va pas forcément sortir les superlatifs ultra pompeux non plus. Non, c'est pas parfait, c'est pas forcément révolutionnaire non plus, c'est une très bonne série, bien ficelée avec un concept qui a du potentiel et un monde qui flirte dangereusement avec le ridicule sans jamais trop l'assumer, donc c'est bien. Mais c'est encore une fois, c'est loin d'être parfait. Et on va parler des 2 saisons dans cette vidéo, la première étant vraiment très bien, la saison 2 étant aussi bien, mais avec quand même pas mal de défauts, dont on parlera effectivement dans cette vidéo, et voilà, d'aucuns diraient que c'est peut-être une fraude. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on aura largement le temps d'en reparler. Quoi qu'il en soit, sans plus attendre, c'est parti. Alors, déjà, petit résumé rapide du pitch de la série, hein, pour ceux qui n'ont pas encore vendu leur âme à Kier Higan. Alors, Mark Scout, Mark S pour les intimes, qui est donc un veuf pathétique coincé dans son deuil comme une appli iOS bloquée sur Update. Malheureusement, il a perdu sa femme il y a quelques années dans un accident de voiture. Bref, il a décidé de rejoindre Lumen Industries, une entreprise aussi mystérieuse qu'un compte offshore, afin de participer à un programme de cloisonnement mental. Le principe est simple, on te fout une puce dans le crâne et hop, 2 personnalités. Une qui vit au boulot sans rien savoir du monde extérieur et l'autre qui enfile les journées comme des perles sans la moindre idée de ce qui branle de 9h à 17h. C'est le fantasme ultime du salarié moderne. T'es payé à être amnésique, pas besoin de faire semblant de t'investir dans ton taf, ton nini comme il l'appelle, c'est-à-dire ta personnalité du boulot le fait à ta place pendant que toi, l'outil ou l'exter, je crois en version française, continue à errer dans ta vie morne en pensant que t'as trouvé l'équilibre. Spoiler, t'as juste vendu 50% de ton existence pour un salaire et un mug à la con. Donc voilà, je suis pas certain que ce soit effectivement la meilleure des transactions. Bon, allez, on va pas se mentir, et même si effectivement je suis quand même l'aigri de service voilà, sur le PAF français, je vais l'avouer, la première saison marche plutôt bien, et je dirais même très bien, pour des raisons diverses et variées dont on va parler tout de suite. Alors déjà, évidemment, le concept est très fort. Voilà, c'est un pitch simple mais efficace. C'est le capitalisme à un stade schizophrène, et pour une fois, la série ne prend pas ses spectateurs pour des idiots. On ne t'explique pas tout, tu dois assembler les morceaux toi-même. Il y a beaucoup de show dont tel donc montre, ne dit pas. C'est pas révolutionnaire encore une fois, mais c'est appréciable. L'ambiance visuelle est également soignée, on dirait The Office, qui aurait couché avec THX 1138 et que, en plus de ça, le bébé a grandi dans un Ikea hanté. Enfin bref, l'esthétique est clinique, aseptisée, parfaitement déshumanisée, et ça colle parfaitement à l'idée de bureau sans mémoire. Et ça fonctionne, hein, trop bien même. Hein. On frôle parfois l'exercice de style, hein, on en parlera un peu plus tard. Hein. Il y a un côté un peu prétentieux dans cette série, mais attention, ça reste quand même bien écrit. Et d'ailleurs, en parlant de bonne écriture, les dialogues sont très bien écrits. Il y a une vraie attention au ton, au silence, au sous-entendu. Il n'y a pas de punchline Marvel, effectivement, ce n'est pas Joss Whedon qui a écrit les dialogues là-dessus, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de blague forcée pour casser la tension, il n'y a pas de bathos pour ceux qui connaissent le terme technique, voilà, c'est très bien, c'est très bien. Mais surtout, et il faut rendre à Kier ce qui est à Kier, les acteurs se donnent comme si leur vie en dépendait. Franchement, si Sévrance tient vraiment debout, malgré ces quelques manques dont on va parler dans quelques instants, c'est vraiment parce que le cast est d'une solidité absolument hallucinante. Il n'y a pas un figurant qui fait son taf en moitié. Tout le monde est à 100%, et même quand le scénario patine, eh ben, eux, ils rament de ouf, et ils te font croire que c'est fluide. Adam Scott, évidemment en tête de file, explose enfin son image de sidekick sarcastique pour devenir un vrai acteur dramatique. Il joue donc 2 marques, c'est-à-dire Lini paumé, donc l'inter, je crois que c'est comme ça en VF, hein, je crois l'inter, c'est ça, l'inter paumé, et l'exter désabusé, donc l'outil dépressif, avec une nuance constante, hein, jamais trop peu, jamais dans la surenchère. C'est un mec qui pleure intérieurement dans presque chaque scène, mais qui ne cède que très rarement. Et ce contrôle, cette retenue, bah, c'est ce qui rend son arc déchirant. À côté de ça, bien sûr, Patricia Arquette, impériale, toujours en état de rage passive, et en plus d'être d'une inquiétante sobriété, elle passe de mère autoritaire à fanatique brisée sans jamais hausser le ton. Elle peut te faire flipper en chuchotant Kier dans un salon vide, et c'est 1000 fois plus flippant que n'importe quel monstre de série horrifique. Au-delà de ça, il y a John Turturro, qui fait du Turturro, mais c'est précisément ce qu'il faut ici. Du flegme à la limite de la dissociation, une douceur figée qui cache un abîme, et il fait un bon duo avec Walken. Bon, évidemment, ils étaient obligés de foutre une histoire d'amour gay, évidemment, on est quand même en 2022, mais bon, à la limite, pourquoi pas, au moins on te casse pas trop la tête avec. Quoi qu'il en soit, c'est un très bon acteur, là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, les 2 MVP de la saison, on va quand même les nommer. Bon, déjà, évidemment, Britt Lower, alias Ellie, qui nous balance effectivement une performance assez monstrueuse, parce que
Là, c'est l'actrice qui joue 3 versions d'un même personnage. Enfin, 3 versions. Ça, c'est dans la saison 2, on en parlera plus tard. Hein. Et qui t'arrache le cœur à chaque variation. Entre Ellie R, Ligny en quête d'émancipation, Elena Egan, et attention, je spoil. Hein. J'avais oublié de le dire, je vais spoiler toute la série, attention. Hein. Si vous ne l'aviez pas deviné, je peux rien faire pour vous, mais bref, je spoil. Elena Egan, l'héritière lobotomisée et arrogante. Et attention, spoiler de l'épisode 4 de la saison 2, le crossover improbable de Elena qui joue à être Ellie. C'est donc la 3e personnalité. Enfin, 3e personnalité. C'est la 2e qui fait semblant d'être la première. Et ça fait une véritable démonstration d'acting vraiment hallucinante. Hein. Et le pire, c'est que cette meuf est sous-exploitée dans cette saison 1. Elle disparaît pendant la moitié de l'histoire, comme si on savait plus quoi faire d'elle. Mais chaque minute où elle revient à l'écran est un rappel brutal que c'est elle le cœur battant du show. Et à côté d'elle, il y a Tramel Tillman alias Milchick. Ouais, évidemment. Évidemment, ce mec-là a dit les termes dès la première seconde où on le voit à l'écran. C'est un espèce de mélange entre un coach sportif, de secte, évidemment, et un manager Amazon sous stéroïdes. Il est terrifiant de calme, d'une politesse chirurgicale, même quand il hurle. Et dans la saison 2, il passe de mascotte crispante à figure tragique, presque en marge du système qu'il défend. Et son moment de rébellion où il parle enfin à voix haute, et où il ose contredire Kier, est un moment de soulagement viscéral. Tu sens qu'il a encaissé des tonnes d'humiliation, pas mal de trucs, et bon, voilà quoi, il lâche le masque. Bon, que ce soit dans la saison 1 ou la saison 2, voilà, Milchick, c'est le GOAT. Mais bon, mais revenons quand même à cette saison 1 et classons le dossier. On va pas forcément sortir les violons non plus. Parce que soyons honnêtes, Sévrance c'est brillant dans les grandes lignes. Hein. Ça a une gueule, ça a une identité, ça a un propos. Visuellement, ça en impose. Et même thématiquement, c'est vraiment excellent. Enfin, je veux dire, même nous, dans notre vie de tous les jours, on a un peu un nini, on a un peu un outil. Lorsqu'on va bosser, bah, pour ceux qui bossent en tout cas, on n'est pas tout à fait le même que lorsqu'on rentre chez soi. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement profond. Je pense que ça a parlé à beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que la série est en train d'exploser en termes de popularité. Et là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, narrativement parlant, il y a quelques fissures qui apparaissent et il faudrait quand même en parler. Parce qu'une fois que tu grattes un peu sous la surface ultra léchée de la série, bah tu vois quand même des coutures. Et c'est pas des petits défauts charmants, hein. Non, c'est des vrais faux plats narratifs, des détours qui ne mènent à rien. On en parlera d'ailleurs quand on parlera vraiment de la saison 2. Pour l'instant, on est encore dans la saison 1 et même là encore, il y a pas mal de moments où le rythme frôle le contemplatif creux, où l'ambiance devient une excuse pour l'absence de substance. Et puis surtout, cette obsession quasi dogmatique de ne rien expliquer, tout en balançant des morceaux de mystère à l'appel, comme un prestidigitateur bourré qui te crie abracadabra sans jamais te sortir le lapin, ben c'est durant ce genre de moment-là où on commence à sentir effectivement le spectre de J.J. Abrams. Hein, pour ceux effectivement qui connaissent bien la série Lost ou même la catastrophe industrielle qui est de la postlogie Star Wars, je pense que vous me voyez arriver, puisqu'effectivement, qui dit J.J. Abrams dit la fameuse Mystery Box. Cette philosophie vraiment mortifère, en tout cas pour les histoires où cette technique y est utilisée, puisque là, en gros, métaphoriquement parlant, qu'est-ce que c'est que la Mystery Box? C'est une technique narrative. Donc, je vous la fais courte. En fait, on nous tend une boîte fermée et on te dit qu'elle est très importante. Hein. On t'incite à y réfléchir pendant des années, ou plutôt si on finit par l'ouvrir, bah soit il n'y a rien dedans, soit il y a un post-it avec LOL. Voilà, en gros c'est ça, c'est-à-dire que on te balance pas mal de mystères et finalement il n'y a pas vraiment de réponse à la fin. Et c'est exactement ce que je crains avec Sévrance, évidemment, bon là on est qu'aux 2 premières saisons, donc il n'est pas encore question de parler de Mystery Box, mais je commence à voir les choses arriver, parce que franchement je commence à sentir le syndrome Westworld saison 3, une accumulation de termes vagues, de visuels intrigants, de symboles cryptiques, mais aucune intention claire de répondre à quoi que ce soit. La série donne l'impression de construire quelque chose d'énorme, mais elle refuse de poser ne serait-ce que la première pierre d'un début d'explication. Alors oui, je sais, il y a une partie du public qui aime ça, qui trouve que c'est le fun, hein, que le vrai plaisir c'est un peu sur Reddit, hein, c'est un peu sur X, sur Twitter, le décryptage frame par frame, la chasse au moindre son suspect dans la bande son, les théories, tout ça, bon. Mais on va pas se mentir, en ce qui me concerne, ça remplace pas la vraie bonne écriture. Faire du mystère c'est bien, mais en faire un mode de narration unique, sans plan clair, c'est de la paresse couverte de vernis arty. Et le plus triste, c'est que tu sens que Sévrance est meilleur que ça. Tu sens qu'il pourrait proposer un mystère structuré, pensé et maîtrisé, pas juste ce jeu de pistes perpétuelles où chaque réponse est remplacée par 3 autres questions, comme une hydre scénaristique, c'est-à-dire que tu coupes une tête, tu réponds à une question, il y a 3 autres têtes, ou plutôt 3 autres questions qui poussent immédiatement. Et au-delà de ça, si on devait parler du ton, bah oui, il y a un petit déséquilibre, hein, en ce qui me concerne. C'est-à-dire qu'il y a la noirceur existentielle d'un côté et la comédie absurde de l'autre. Et généralement, c'est vrai que tout le monde encense ça, justement, parce qu'apparemment c'est une grande qualité. Bah, en ce qui me concerne, c'est pas toujours une réussite. Après, encore une fois, là, ce n'est que mon avis personnel. Parce que oui, c'est génial parfois, hein. Tu passes d'une scène absurde où des employés félicitent quelqu'un pour avoir trouvé 72% de données cohérentes, de ça, tu passes effectivement une ambiance de thriller psychologique en un claquement de doigts.
Mais le problème, c'est que parfois, c'est un peu du théâtre de l'absurde mal maîtrisé. Il y a du non-sens gratuit, on sent l'exercice de style, on sent un peu la prétention, en mode, ouais, attention, on est en mode Kafka Open Space, quoi. Et à trop vouloir jouer avec les contrastes, avec un délire quasiment, un côté horreur cosmique d'ailleurs qu'on voit beaucoup dans le générique de la série, qui est excellent d'ailleurs, et bah, la série justement perd parfois en efficacité émotionnelle. Elle semble hésiter entre satire du monde du travail, dystopie un peu techno, farce surréaliste et drame intime. Et au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup pour un spectateur qui aimerait juste parfois avoir un repère. Qu'est-ce que c'est en fait? Et aussi, on va parler quand même peut-être d'un mot vulgaire, d'un gros mot, bah l'humaine les amis. On te vend cette boîte comme un croisement entre Google, la scientologie et le Léviathan biblique. On te promet des secrets, des niveaux cachés, des origines tordues, des rituels nébuleux. Et pourtant, bah 2 saisons ont passé et on n'en sait quasiment rien. Et c'est ça le problème. Pas qu'on ait encore toutes les réponses, évidemment c'est normal à ce stade, mais qu'on ne voit même pas la volonté d'y répondre à ces questions. C'est comme si la série te disait en permanence, ne t'inquiète pas, tout est calculé. Alors qu'en coulisses, bah t'as un scénariste qui tape frénétiquement sur un clavier en espérant que la post-prod ajoute un plan flou pour cacher les trous scénaristiques. Donc en résumé, c'est un peu comme un magicien hyper stylé qui monte une scène, qui te sort un tour, qui met une cape à paillettes, qui éteint la lumière, qui fait apparaître un nuage de fumée, et qui te dit que la vraie magie, c'est de ne jamais te dire ce qu'il allait faire en fait. Et pendant un moment, ça marche, mais à partir d'un certain temps, tu lui dis, mais attends mec, montre-moi ton putain de tour à un moment donné. Et justement, et voilà, la saison 1 de Sévrance, c'est un très bon début, c'est prometteur, c'est intriguant, c'est maîtrisé. C'est une série qui joue à être intelligente, et elle l'est souvent, mais parfois, elle joue juste à cache-cache avec son propre scénario, et nous, comme des cons, on court après. Et le truc, c'est que, avec ce style de storytelling, la qualité des premières saisons de Sévrance vont, en tout cas pour moi, et au moins à 50%, être liées à la qualité, et surtout aux réponses qu'on va nous donner dans les saisons, je suppose, 3, 4, 5. Je sais pas jusqu'à combien de saisons ils vont aller, il me semble qu'ils vont arrêter à la saison 4 ou 5, je sais plus ce qu'ils ont dit, mais bref, on va voir. Mais bon voilà, vous avez compris que la saison m'a plu, mais j'étais pas forcément conquis. Et justement, si on parle de conquête, bah on va parler maintenant de la saison 2. Parce que la saison 2, elle n'est pas sortie en 2023, parce que évidemment, on se dit, bon, la saison 1 sort en 2022, bah la suite va sortir en 2023. Elle n'est pas non plus sortie en 2024. Elle est sortie en 2025, vous le savez. Donc, 3 ans. 3 ans d'attente, c'est le temps qu'il a fallu pour que Sévrance revienne enfin. 3 années où on a eu tout le loisir de revoir la saison 1, de débattre pendant des heures sur la nature du waffle party, là, l'espèce de fête à la gaufre de je sais pas quoi, de faire des cartes manuscrites avec des flèches rouges comme des conspirationnistes cocaïnés pour essayer effectivement de faire sens du labyrinthe de Lumen, pour qu'au final, la série disparaisse dans le néant, des productions en pause, comme si quelqu'un avait accidentellement débranché Lumen. Mais maintenant, on se pose la question, pourquoi ce silence radio? Pourquoi cette attente interminable? Pourquoi est-ce qu'on a eu l'impression que Ben Stiller, qui est donc évidemment l'auteur de la série, nous ghostait comme un ex toxique? C'est parce qu'en coulisses, spoiler, ça se bouffait la gueule. Faut vraiment le dire, hein. La série a bien failli ne jamais revenir. Alors que la saison 1 s'était tournée sans trop d'encombre, la suite a été un véritable bourbier logistique et créatif à réaliser. D'un côté, tu as Ben Stiller, star reconverti en metteur en scène méticuleux, un peu contrôle fric sur les bords, et de l'autre, t'as Dan Erickson, le créateur du show, qui est donc le scénariste original, hein, c'est pas tout à fait Ben Stiller qui est l'auteur, bref, vous m'avez compris, porteur de la vision initiale de la série de Sévrance. Hein. Entre les deux, c'est mis effectivement un mur d'incompréhension digne d'un open space en crise. J'ai envie de dire que c'est un peu métaphorique, c'est un peu marrant. Bref, pas mal de rumeurs ont circulé, et sont maintenant confirmées. Il y a eu des désaccords profonds sur l'orientation narrative entre les deux, de la vision du ton à adopter dans la série, du choix de structure narrative, bref, les deux gars n'étaient plus du tout alignés, voilà, on va la faire courte. À tel point que Apple TV, vous l'aurez compris, hein, c'est une série d'Apple TV, a dû faire intervenir un 3e scénariste, Mark Friedman, pour recoller les morceaux et apaiser les tensions entre les deux hommes. C'est donc une sorte de médiateur narratif version thérapie de couple, si j'ose dire. Sauf que là, on parle de fiction dystopique et de querelle d'ego sur fond de grille Excel. Et le résultat, c'est que le développement de la saison 2 a doublé de durée. Rien que ça. Le tournage initialement prévu pour 2022, 2022-2023, n'a commencé que 1 an plus tard. Et histoire de rajouter une cerise moisie sur le Sunday de la galère, la grève des scénaristes de 2023 a mis la production en pause pendant des mois. Et à ce moment-là, une bonne moitié des épisodes étaient tournés, mais pas écrits jusqu'au bout. Bref, Sévrance saison 2, c'était pas une sortie, c'était un accouchement par le siège dans un hôpital sans électricité. Et pendant ce temps, Apple TV a découvert le marketing. Parce que à l'époque, en 2022, personne ne savait ce qu'était Sévrance, hein. Sauf 3 potes hipsters et des gens avec des comptes Letterboxd. Et là, bam, Apple sort la grosse artillerie, une campagne immersive
administrative à Grande Centrale, où tu vois effectivement les personnages dans une cage de verre, à côté des Starbucks, effectivement, on pouvait les voir. Bon, je suis pas américain, donc je les ai pas vus, mais vous m'avez compris, quoi. Voilà, je vous montrerai des images. À côté de ça, il y avait plein de teasers ultra codés, une montée en puissance sur TikTok, des théories, bref. Et d'un coup, la série devient un phénomène sur le net. C'est la nouvelle messe du dimanche soir, tout le monde débarque et on sait tout ce que ça veut dire. La pression devient colossale. La série n'est plus ce petit bijou confidentiel, c'est un produit d'appel. C'est une vitrine, c'est un espoir de prestige pour une plateforme qui, malgré quelques séries qualitatives, rame encore à exister dans le paysage mainstream. Et forcément, ça a un prix. Le show ne peut plus se contenter juste d'être bon, il doit être parfait. Chaque épisode doit être une masterclass, chaque ligne de dialogue un easter egg, bref, tu sens venir la surcharge mentale scénaristique. La saison 2 commence, et c'est pas si mal que ça, et oui. Mark est de retour dans l'ascenseur maudit de l'humaine, seul, ses collègues ont disparu, sa femme qu'il croyait morte est en réalité bien vivante, Gemma, pour ne pas la nommer, est toujours enfermée chez les dégénérés en chemise blanche de chez Lumen. Et tu penses que le gars va s'écrouler, pleurer, hurler à l'injustice cosmique? Bah non, il fait tout ce que les personnages de cette série font face à une révélation monumentale, il fronce les sourcils, puisqu'on est dans Sévrance, mec, hein. Même la panique, elle reste corporate. Et donc voilà, les premiers épisodes remettent doucement les pièces en place. Nouvelle hiérarchie au bureau, donc Koubel est rétrogradé, remplacé par Milchik, qui semble avoir troqué son sadisme joyeux pour une promotion administrative. De nouvelles règles, de nouveaux collègues un peu chelous, il y a même une gamine dans l'équipe. Ça redémarre tranquillement, trop tranquillement peut-être. L'ambiance est toujours là, les décors sont toujours aussi étrangement désaturés, mais il y a une sorte de tension sous-jacente qui ne monte pas. Et on attend l'explosion, elle arrive doucement, comme un pétard mouillé qui sèche au soleil. Enfin, le pétard mouillé va devenir une bombe nucléaire. Parce que là, effectivement, dans l'épisode 4, qui est considéré comme le fameux épisode que tout le monde attendait, et spoiler encore une fois, et où on découvre Kelly, bon, nous seulement, effectivement, c'est la fille du grand Manitou, donc Elena Egan, mais je crois que d'ailleurs qu'on le savait déjà, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'est auto-infiltrée en se sévérisant elle-même pour prouver que la procédure n'est pas inhumaine. Spoiler, ça ne convainc personne, même pas elle en fait. Et donc en fait, durant les 3 premiers épisodes, il y avait plein de petits indices qui en fait sous-entendaient, effectivement, si tu regardais l'épisode 50 fois d'affilée, c'était d'ailleurs très bien joué de la part de l'actrice. En fait, Ellie n'était pas Ellie, mais elle était en fait Elena, c'est-à-dire que c'était sa outie qui faisait semblant d'être sa version inni. Enfin voilà, bref, je pense que vous m'avez compris pour ceux qui ont vu la série. Voilà, c'est vraiment très bien quoi, c'est pas mal. Le problème c'est que ça aurait pu être le climax d'une saison entière, mais non, là c'est l'épisode 4, c'est-à-dire que la série balance son twist majeur à un tiers du chemin, et te laisse gérer la suite avec un doggy bag de tension dramatique. Et ça marche partiellement, à la limite moi ça me dérange pas qu'on révèle le twist majeur dès l'épisode 4, parce que si c'est pour effectivement allonger la mayonnaise, pour rien raconter pendant 9 épisodes et de balancer la sauce au 10e, ça sert à rien. Parce qu'en réalité, le problème de cette révélation, c'est que ça dérègle un peu tout le reste. Ellie devient un personnage central, mais paradoxalement, elle disparaît de l'écran pendant plusieurs épisodes. Et du coup, toute la puissance de son statut devient purement théorique. Et on sait que c'est grave, on sait que c'est important, mais la série ne fait rien avec pendant un long moment. Donc c'est un peu con. Et d'ailleurs, tout à l'heure, là, quand je parlais d'Ellie et que je disais effectivement qu'elle avait disparu pendant quelques épisodes, je parlais de la seconde saison, hein, pas de la première. Hein. Voilà. Juste pour vous le dire, sait-on jamais. Bref, après l'épisode 4, il y a l'épisode 7. Et l'épisode 7, il est bien aussi, on va pas se mentir. Hein. C'est un long flashback qui est bien utilisé. Hein. On voit Mark et Gemma avant la tragédie, avec leur tentative de construire une famille. Bon, le fait qu'effectivement c'est compliqué, Gemma a une fausse couche, voilà. La douleur qui s'installe dans le couple comme une moisissure silencieuse. Bon voilà, ça aurait pu être lourd, mais c'est maîtrisé. Hein. C'est filmé comme un vieux drame des années 70, tout en teintes chaudes et en silence qui en disent long. Et non, c'est bien. C'est pas mal, on retrouve un peu d'humanité, c'est pas juste le concept de Sévrance, c'est pas juste du symbolisme fumeux. Là, enfin, on a de la vraie émotion crue, de la vraie émotion sale, pas forcément jolie, pas forcément aseptisée parce que c'est stylé, voilà, on n'est plus dans la pose. Là, on est dans l'écriture, ça fait du bien. Et aussi, on apprend pas mal de choses sur Gemma, notamment le fait qu'elle a été dissociée en boucle. Elle a au moins 25 putains de personnalités dans le crâne. C'est quand même de l'horreur cosmique à un point malade, à un point quand même complètement fou, puisque là, l'humaine a transformé une femme en immeuble de bureau. Et évidemment, c'est un poil excessif. Et après, je sais pas, peut-être qu'on est sorti de la critique sociale pour entrer dans l'opéra de la démence scientifique, je sais pas, mais bon, c'est sympathique. Mais malheureusement, voilà, je pense que la série aurait pu s'arrêter à l'épisode 7, parce que, hélas, l'épisode 8, c'est pas un truc de ouf. Puisque là, on a une espèce de petite virée dans le passé de Koubel, censée nous en dire plus sur elle, sauf que, spoiler, elle a été élevée dans une secte, et c'est elle qui a inventé la procédure de dissociation. Bon bah c'est intéressant, mais c'est pas du tout exploité. On te balance ça comme une petite friandise de l'or et on passe à autre chose. L'épisode 9 d'ailleurs, il est pas terrible, puisque bon, on a un tunnel mou de dialogue sous tension artificielle, où personne ne se pose les vraies questions, où les enjeux sont flous et les personnages sont bizarrement passifs, genre, on va tuer ta femme si tu continues, voilà, ça me rappelle
Une blague dans GTA 3, bref. Et tu vois Marc répondre par un regard vide et un changement de sujet. Donc voilà, bon mec, faudrait peut-être te réveiller un peu, ou alors on t'a dissocié dans la vraie vie aussi. Mais heureusement, il y a le final de la série, de la saison 2 en tout cas, hein. Voilà, on retrouve beaucoup d'énergie, les scènes s'enchaînent, les personnages explosent, au sens figuré malheureusement, et surtout Marc rencontre son double, le fameux face-à-face Ini-Outi, le moment que tous les théoriciens du dimanche attendaient en mode Reddit sous caféine. Et c'est bien, c'est même très bien. C'est une tension psychologique qui fait mal, pas parce que c'est violent, mais parce que c'est désespérant. Laouti ne voit pas Lini comme un être humain, il le méprise, le manipule, lui ment comme un VRP de l'humaine en séminaire, et Lini, lui, voit son propre corps lui dire « Bah, tu n'existes que parce que j'ai besoin de toi maintenant, et ensuite tu dégages. » Là, tout le concept de la série prend enfin son sens dramatique. Il s'agit pas juste que d'une critique du monde du travail, c'est un miroir cruel de l'auto-exploitation, du mépris de soi, du sacrifice de nos désirs, au profit d'un quotidien où fonctionner vaut plus que vivre. Et donc, ok, j'ai bien aimé cette saison, mais j'ai aussi beaucoup serré les dents, en tout cas bien trop souvent pour parler de chef-d'œuvre. Et maintenant, mon gars, on va attaquer le cœur du festin, c'est-à-dire, voilà, je vais enfiler mes gants de boxe et je vais vous dire tout ce qui marche pas dans cette saison 2. Et il y a quand même beaucoup de choses. Parce que là, ouais, voilà, écoutez, je suis quand même Yaginalise, les amis. Bon, je vais arrêter les discours de remise de prix pour l'équipe technique. Là, on va passer aux choses sérieuses. Je suis quand même un mec aigri, les amis, respectez-moi un minimum. Et Sévérance, aussi élégante cette série soit-elle, dans ses tailleurs gris et ses plans symétriques, je trouve qu'il y a peut-être peut-être une pente savonneuse du syndrome Westworld. Je sais pas si vous la connaissez, cette maladie, hein, où les séries à mystère oublient qu'un mystère, c'est pas juste qu'un nuage de fumée avec une musique inquiétante, parce qu'il faut une résolution à un moment donné, ou au moins un effort. On en a déjà parlé lors de ma conclusion de la saison 1, mais là on va vraiment en reparler. Puisque cette saison 2, c'est un peu comme une réunion de chez l'humaine, il y a beaucoup d'attentes, très peu d'infos, et tout le monde fait semblant de comprendre alors qu'en fait il y a rien. Parce que, quand même, à la fin de la saison 1, il y avait effectivement ce vertige existentiel, à base de « mais c'est quoi l'humaine? Pourquoi ils parlent comme des témoins de Jéhovah sous anxiolytique? C'est qui Bord? C'est qu'est-ce qu'ils foutent avec ces chèvres? Mais what quoi ?» Sauf que 2 saisons plus tard, il y a rien, nada que dalle, pas de réponse à nos questions. C'est simple, le monde de l'humaine est aussi mystérieux à la fin de la saison 2 qu'au début de la saison 1. On te jette des concepts tels que Cold Harbor, Evolving, Testing Floor, Three Hidden Houses, comme si c'était des mini-boss dans un jeu From Software. Et ensuite, on tourne les talons. Personne ne pose de questions, personne ne creuse. Même Marc, qui devrait être pourtant en train d'hurler dans tous les sens, vu que sa femme est en vie dans une cave de corporation, réagit comme s'il avait oublié son code de carte bleue. Parlons de Pete, donc Pete, le mec qui a mis en route toute cette histoire. C'est donc un agent infiltré, un martyr du système, un pionnier de la réintégration, qui a disparu dans un flou scénaristique complet. Même Ragabi, la rebelle au débit de parole aussi confus qu'un bot GPT mal paramétré, n'en parle jamais. C'est quand même la meuf qui a bossé avec lui, qui squatte chez Marc, qui a littéralement modifié le cerveau du gars, et zéro discussion sur Pity. T'as pas envie de lui demander 2-3 trucs, Marc? Genre, je sais pas... Pourquoi est-ce que vous faisiez des plans sur le dos de l'humaine? Au lieu de continuer de boire du thé en silence, faudrait peut-être lui parler à cette meuf. Je veux dire, la série se complaît dans son propre flou. C'est pas de la narration elliptique, c'est de la procrastination scénaristique. De la même manière, Irving fout un peu le seum, parce que à la base, Irving c'était l'un des personnages les plus intéressants. Il incarnait à lui seul tout le paradoxe de la série en fait, c'est-à-dire que c'est un bureaucrate zélé, ultra loyal et pourtant subversif, effacé en surface et bouillonnant de révolte intérieure. Et dans cette saison, il fait pas grand-chose, hein. Encore une fois, il y a une romance sortie de nulle part avec Bert version Audi, avec qui d'ailleurs il a échangé 3 phrases, et une disparition de scénario en mode bye les losers, hein. Je pars avec mon chien dans un train parce que l'amour me suffit. Non mais attends, c'est une blague. Tu lui fous une saison entière à nous teaser qu'il sait quelque chose, qu'il a des infos sur l'humaine, qu'il fouille, qu'il cherche, qu'il a des souvenirs du testing floor, alors qu'il est censé de ne pas pouvoir en avoir, et tout ça pour rien. T'as un tableau de connexion chelou dans sa chambre, il se fait presque choper par Milchick, on sent que ça va péter, et finalement, le mec il dit non, ça m'intéresse pas, je veux juste être aimé. Plus Bert en plus, qui est transformé en espèce de tueur repenti, dans une sous-intrigue qui pue l'oubli scénaristique de dernière minute. C'est un ex-assassin de l'humaine, devenu fleuriste, qui relâche sa cible par pitié, qui fait une déclaration d'amour. Enfin, c'est ridicule, c'est un script ou un générateur de fanfic Tumblr écrit par des Fujoshi. Franchement, je comprends pas, les gars. Le personnage d'Irving, c'est un putain de gâchis. Et aussi... Surtout, il y a plein de sous-intrigues de pistes scénaristiques qui nous ont été vendues comme cruciales et qui n'ont mené nulle part, littéralement. Si on prend par exemple la réintégration de Marc, on a quand même 3 épisodes à bricoler, une méthode accélérée, une perte de conscience dramatique, des dialogues pesants, et au final, y a rien, il revient, comme si de rien n'était. Pas un changement de personnalité, pas une conséquence, même pas un mal de tête. De la même manière, la grossesse de Gemma, qui est teasée, installée, reliée à une fausse couche, à une manipulation de l'humaine, y a rien à la fin. La série te fait miroiter une méta-intrigue autour de la douleur, du deuil, de la maternité détournée par la
technologie, mais au final, on ferme le tiroir, next. Le testing floor, en version française, c'est niveau d'expérimentation, bah c'est toujours aussi flou, il y a bien un passage dans les couloirs où tu sens que quelque chose d'horrible se prépare, mais quand on y arrive, bah il y a 2 néons, un peu de baston, une salle froide et une Gemma désorientée. On dirait un escape game qui a oublié son maître de jeu. La saison 2 passe un temps fou à monter des pistes scénaristiques et narratives qu'elle n'exploite jamais. Et c'est pas de la construction lente à la Breaking Bad, c'est de l'accumulation paresseuse, de la gesticulation narrative. Voilà, tu sens que les scénaristes balancent des trucs sur le mur en attendant de voir ce qui colle en fait. Et tu sens qu'en fait la série sait que ses fans vont combler les trous pour elle exactement comme avec Lost. C'est devenu un jeu de pistes communautaire où le moindre plan large sur une plante en pot devient matière à 200 threads Reddit. Et le problème c'est que les créateurs l'ont bien compris. Du coup ils n'écrivent plus les réponses, ils écrivent des appâts. C'est-à-dire qu'on va te balancer un plan, un champ contre champ, et on va te dire « Ouais, regarde, c'est peut-être important, peut-être qu'il y a une théorie à faire derrière ça. » Et toi, comme un débile, bah tu prends des notes, mais derrière, il n'y a rien, il n'y a pas de payoff, il n'y a pas de setup, il n'y a pas de vision claire, il n'y a même pas de respect du contrat de confiance entre les réalisateurs, ou les showrunners, vu que c'est une série, et les spectateurs. Voilà, je veux pas faire le mec, la saison 2 est très bien, mais j'ai peur que, voilà, on nous la fasse comme avec Lost. Je sens la mystery box arriver plein pot, parce que, en ce qui me concerne, la saison 2 de Severance, c'est une leçon de style qui commence sérieusement à tourner en boucle. Trop de mystères, pas assez de révélations, trop de pistes, pas assez de conclusions, trop de personnages qu'on te vend comme centraux pour les balancer au placard dès qu'un rebondissement arrive. Encore une fois, voilà, ça reste une excellente série, mais on est plus dans le domaine de l'exceptionnel, dans le sens où les 2 saisons sont très bien, mais j'ai peur pour la suite, hein. Et je pense que ça va être frustrant. Voilà, je sens que ça va être frustrant, et que si la saison 3 ne commence pas à répondre au moins à quelques-unes de ses propres questions, bah, je pense que Severance risque de faire tout ce que toutes les séries à mystère ont fini par faire, s'effondrer sous le poids de son propre storytelling. De toutes les manières, on verra bien, hein. Là c'est une bouteille à la mer, peut-être que la saison 3, saison 4 et 5 vont me faire fermer ma gueule, effectivement, et franchement, ça me ferait très plaisir, mais très honnêtement, je mettrai pas 3 € là-dessus. Hein. Je sens que ça va finir comme Lost. Hein. De toutes les manières, on verra bien. Voilà. Advienne que pourra, on verra. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes effectivement inquiet ou pas pour la suite. Je sais que la saison 2, effectivement, a plu à l'unanimité. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Je sais qu'on va pas forcément me jeter des fleurs, mais peu importe. Likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous pour encourager la chaîne. Prenez soin de vous et à la prochaine.